bienvenue à toi. Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien et toi, j'espère que ça va. Ça va, fatigué, mais ça va. On est là, tranquille, tranquille. Bon, bah, tu vas commencer par te présenter pour que les gens apprennent à te connaître depuis que tu as commencé le basket. Alors, je m'appelle Wilfried Ligeti, j'ai 29 ans. Je suis joueur de l'AS Monaco Basket. C'est ma deuxième année ici. Je suis né à Pessac, à côté de Bordeaux, 16 octobre 1991, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Mes parents sont centrafricains, mais mon père avait un boulot en Côte d'Ivoire, donc on a grandi là-bas. J'ai fait 10 ans en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et après, je suis revenu avec ma famille en banlieue parisienne, à Meaux, où ma famille vit en ce moment encore, en Seine-et-Marne. Donc j'ai fait 3 ans en Seine-et-Marne. Après j'ai fait 3 ans en sport-études à Épinal, là où j'étais avec un certain Johan Duboc que tu dois bien connaître. Donc j'ai fait 3 ans là-bas à Épinal et après ça j'ai fait j'ai fait 6 ans aux États-Unis. J'ai fait 2 ans au lycée aux États-Unis en Floride et après j'ai fait 4 ans à l'université de Floride, à Florida dans le nord de la Floride aux États-Unis. Après mon cursus universitaire, ben, je suis revenu en France, je suis passé par France. J'ai fait ma première année pro au Havre, et après j'ai fait un an à Pau. Et après ça, j'ai fait 3 ans au Mans, et là, ma deuxième année à Monaco. Donc, juste pour que les gens comprennent comment toi, tu es parti justement au lycée aux États-Unis. Comment tu as fait justement le tremplin, parce qu'il y a plusieurs histoires différentes. Quelle est la tienne? Moi, j'avais fait un camp de basket l'année d'avant. J'étais en cadet première année. Et mon père m'a envoyé aux États-Unis pour que je puisse faire un camp de basket, pour voir à peu près où j'en étais, pour voir à peu près si je peux au moins mesurer aux jeunes de mon âge là-bas. Et j'étais performant, j'étais très bon. Il y a quelques écoles qui voulaient que je reste pendant l'été pour faire le circuit AAU. C'est en gros des tournois d'été entre les différentes équipes dans les États-Unis. Donc, mais finalement, je suis revenu en France et j'ai gardé contact avec 2 écoles qui me voulaient l'année d'après. Parce qu'à la base, j'étais juste venu pour faire le camp de basket. Je n'étais pas venu dans l'optique de rester ou signer avec une école. Donc, après ma deuxième année à Épinal, en Cadet France, j'ai 2 écoles qui me voulaient. Donc, j'ai fait ma deuxième année en février. Pour les vacances février, je suis parti visiter les 2 écoles. Et en gros, j'ai choisi l'école qui était en Floride parce que ben, c'était une école qui était très carrée, une école militaire. Et je pense que mon père aussi, ça l'a rassuré que j'aille dans une école qui était très stricte. Ouais, parce que les cours, c'est comme j'en ai parlé avec l'interview avec CJ Ndiir qui est parti aussi au lycée, qui a dit que les cours étaient Mhm. vachement plus flex qu'en France. C'est vrai, là-bas, ils sont vraiment, vraiment formatés pour le sport-études. Il y a vraiment une formation sport-études. Ils adaptent vraiment les horaires pour que tu puisses faire les deux. À un jeune âge, c'est moins compliqué. Moi, je me souviens, quand j'étais en cadet, c'était assez compliqué pour moi parce que j'étais en cadet. Les premières, deuxième année, je jouais au CCLN 3. Le dimanche, non, le dimanche, je jouais qu'en cadet et le samedi, je jouais avec les M3. Donc, je faisais l'entraînement avec les deux. Des fois, je me tournais au CCLN 1 et j'étais en première S. Donc, c'était pas facile en fait. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas tenter aux États-Unis, voir comment ça se passe. Si je fais un an et que j'aime bien, ben, je reste. Sinon, ben, je reviendrai, quoi. Et en gros, je suis resté 6 ans. Et donc après tes 2 années lycée, donc tu as performé, donc c'est pour ça qu'on t'a reçu une bourse par rapport à Florida, à l'université. Exactement, j'ai fait 2 ans. Ma première année, bon, au début, c'était un peu difficile, mais après, j'ai adapté. Donc, j'ai commencé à recevoir quelques offres d'écoles universitaires, hein, d'universités aux États-Unis. Donc, après la fin de ma première année, j'avais quelques bonnes écoles, mais c'est vraiment à ma dernière année à l'université que j'ai commencé à avoir des meilleures écoles. J'ai Florida qui était sur moi, j'avais UCLA qui était intéressé, j'avais Georgetown, j'avais Saint John qui se trouve aussi à New York, j'avais Georgia Tech, Indiana. J'avais quelques écoles qui étaient pas mal, qui étaient vraiment intéressées Je suis pour me dans les faire tops, venir hein, et on je suis sent resté que là. c'est vraiment les top 10, enfin les top 10, les top 20, c'est des grosses, grosses écoles. Il faut le rappeler quand même aux gens que c'est des grosses universités quand même. Oui, c'est des grosses universités, c'est des grosses universités. Je pense que c'est des universités qui sont assez connues aux États-Unis. Bon, en France, je dirais, bon, Indiana, c'est moins connu. Bon, Florida, c'est connu parce que, voilà, il y a Joachim Bach qui est passé par là-bas. UCLA, bon, je pense qu'il y a des personnes qui ont connu UCLA parce que, historiquement, c'est une école qui est très, très forte. Cette année, ils ont encore fait le final fort. Donc, bon, Georgetown, Georgia Tech, c'est des écoles bon, un peu plus petites que les autres. Saint John, c'est aussi plus petite que les autres. Et non, j'avais quand même allez, je dirais 4 ou 5 écoles qui étaient vraiment, vraiment intéressées pour m'offrir une bourse. Et pourquoi justement tu as pris Florida? Parce que ça reste dans la zone ou tu as vraiment pris parce qu'ils ont un gros programme?
Florida, parce que c'était dans la zone, déjà, je veux rester proche de mon lycée. Mon lycée était un peu à côté d'Orlando, c'était à 30 minutes d'Orlando. Et mon université, c'était 3 heures d'Orlando, c'était dans le nord. Donc j'avais Ok. aussi une très bonne relation avec mon coach du lycée, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas rester. Et j'ai aussi bien accroché avec le coach Billy Donovan qui était à Florida pour qu'il puisse se faire signer. Et je pense qu'on a créé une bonne relation et je me dis que c'est la meilleure université pour moi pour continuer mon cursus universitaire. Et donc après, enfin, il y avait une grosse saison à Florida qui est voilà 2013-2014 où tu Mhm. as fait quand même la March Madness avec ton équipe, qui est un gros événement aux States. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ça? C'est un événement historique. Je pense que chaque année, c'est vraiment un événement qui est unique, qui est de plus en plus partagé dans le monde à travers les réseaux, etc. Et c'est vrai que pour l'avoir vécu, moi j'ai fait 4 ans de March Madness en fait, en gros. Mais la dernière année, j'ai eu la chance d'aller au Final Four. Et c'était vraiment hallucinant parce on a vraiment cravaché pour y arriver. Et cette année, en fait, ça s'est arrêté avant le Final Four, les 3 premières années à l'université. Donc là, la dernière année senior, le fait qu'on ait réussi à aller au Final Four, c'était vraiment une expérience unique pour nous. Après, voilà, la marche Madness, c'est vraiment un engouement qui est assez unique. Pour les personnes qui l'ont vécu, ils le savent. Ceux qui le voient à la télé, bon, vous voyez un peu ce qui se passe de l'extérieur, mais c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, beaucoup de sacrifices aussi. Mais ouais, c'est vraiment un moment là où il y a tous les États-Unis qui regardent en fait le basket universitaire. C'est vraiment un moment où tous les yeux en gros sont rivés sur les jeunes joueurs potentiels qui sont à l'université aux États-Unis. Puis le gymnase est quand même assez big. Il y a beaucoup de public. C'est pas comme enfin certains matchs. Après, il y a l'habitude, je pense, avec Florida qui a un grand gymnase quand même, un grand stade. Mais après, voilà, c'est différent, je trouve, la March Madness, qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a plus de pression aussi. C'est sûr. La marche Madness, c'est différent parce qu'il y a plus de pression. C'est vraiment un match où voilà, c'est un match où tu peux sortir, c'est à coup près. Ce qui est bien de la marche Madness, c'est que les écoles aussi qui sont pas connues, qui arrivent à accéder à la marche Madness et qui se font voir. Parce que là, tu joues pas juste devant des personnes qui sont de ton école ou de ton université. Tu joues devant tout le pays, en fait. Parce qu'il y a tout le monde qui regarde la marche Madness. Donc, ça ajoute en fait un grain un peu différent de ce que tu as pu avoir vécu avant. Et je pense que c'est vraiment ça le fait que ce soit vraiment unique parce qu'il y a des écoles qui sortent un peu de nulle part, des joueurs qui sortent un peu de nulle part, qui arrivent à se montrer, des joueurs qui sont en gros dans les petites écoles, les écoles pas trop connues, qui n'ont pas la chance de jouer à la télé toutes les semaines comme les plus grosses écoles, qui arrivent à se montrer pendant la March Madness. Et c'est vraiment ça qui fait la beauté de l'événement. Après, c'est vrai que voilà, tu joues dans une salle de NBA aussi. Tu as beaucoup aussi de scouts qui sont là. Moi, j'ai eu la chance de jouer moi, au Final Four au stade de football américain à Dallas, le Cowboy Stadium. Et c'est 90 000 places, tu vois. Donc, tu joues en fait là où toi, c'est hallucinant en fait, rien que de penser. Et c'est un stade de football américain. Et en fait, ils l'ont aménagé pour la Martinez, pour le Final Four. Et en gros, t'avais 4 grands écrans en fait en haut qui étaient accrochés pour que les gens puissent voir. Mais tu dis, voilà, ça, c'est réel. C'est vrai que c'est vraiment une expérience unique et je pense qu'il y a vraiment que ça. La NCS, il y a vraiment que ça aux États-Unis. Il n'y a pas ça autre part dans le monde. Donc après, on va parler justement d'après cette saison-là. Toi, qu'est-ce que tu penses? Ta dernière année, tu penses quoi? À la draft? Tu penses à aller retourner en France? Euh, j'ai pensé, j'ai pensé un peu à la draft, mais je pensais pas à Shaq. Enfin, je sais que c'est très compliqué de me faire drafter. Je me suis dit que voilà, je vais essayer de revenir en France. J'étais parti de la France, ça faisait quand même 6 ans. Je revenais pendant les étés, donc je faisais des allers-retours de 3 semaines maximum pendant l'été. Je revenais pas pendant les vacances, etc. Enfin, continuer, je restais aux États-Unis. Donc je me dis voilà, pourquoi pas tenter l'aventure en France, passer pro en France et voir comment ça se passe, quoi. Donc je me suis dit voilà, je vais faire ça. J'ai été invité pour l'équipe de France après pour faire la prépa avec eux. J'ai pas été retenu. Je pense que ça m'a beaucoup fait mal parce que je pense que les gens ne connaissaient pas trop en fait quel joueur j'étais parce que bon, je suis parti à l'âge de 17 ans, 16-17 ans. Je n'étais pas trop connu en France. J'ai fait les U20, équipe de France U20. J'ai fait un bon parcours avec eux. On a fait une troisième avec des très bons joueurs. Et ben après, en fait, en revenant en France, je me dis, voilà, je vais revenir en France. Je vais essayer de me frotter avec les personnes qui sont à peu près bon, les meilleurs joueurs de France en ce moment. Et en gros, je vais faire l'équipe de France après, me préparer avec eux pour montrer que j'ai le niveau pour potentiellement accéder à la Pro A et avoir un contrat avec une équipe de Pro A. Mais en gros, voilà, vu que j'ai pas fait l'équipe, vu qu'ils m'ont pas retenu, j'étais un des derniers à être coupé.
Je pense que voilà, j'ai pas le niveau pour jouer en pro, quoi. J'ai vraiment eu du mal en fait, à trouver un club au début parce que voilà, j'étais pas connu et j'ai vraiment, vraiment eu du mal parce que voilà, j'ai pas été retenu en équipe de France Prime la première année. Mais après, t'as rebondi quand même, t'as su rebondir à ce moment-là. Toi, justement, est-ce que ça t'a pas, comme t'as expliqué, ça t'a un peu piqué? Est-ce que justement, t'as travaillé un peu plus après, vu que t'avais des différences avec certains joueurs, des différents niveaux? Bah, le truc, c'est que je me suis dit, voilà, j'ai pas trop le choix. Bon, j'essaie de voir comment je peux essayer d'intégrer une équipe. Donc, j'ai été invité par Le Mans pour faire le prépa avec eux. Donc, j'étais un joueur d'entraînement, je m'entraînais avec eux, etc. Et je me suis fait mal aussi. Je me suis fait mal au dos en m'entraînant avec eux. Donc, je faisais des soins pendant quelques jours et j'ai eu la chance parce qu'il y a un joueur du Havre qui a pas, je sais pas, il y a un problème avec lui, je pense qu'au niveau de sa visite médicale, etc. Donc, il ne le voulait plus. Et en gros, là, me proposait de me faire venir et de me signer. C'est vraiment comme ça que j'ai eu mon premier contrat pro parce que j'avais aucune offre. J'avais rien. Je m'entraînais avec Le Mans en tant que voilà, partenaire d'entraînement, mais j'avais pas une équipe qui dit ah, on veut signer lui, quoi. C'est vraiment Le Havre qui m'a donné ma première opportunité parce qu'il y a un joueur qui a raté ou qui a un problème au niveau de sa visite médicale. Et en gros, bon, voilà, oui, il est là, il s'entraîne avec Le Mans, donc on va le faire venir. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Ouais, parce que t'étais quand même ready, c'est-à-dire que t'étais prêt. Tu te frottais aux entraînements avec des gars qui étaient en pro, voilà, de pro A. Mhm. Pour eux, t'étais prêt. Pour eux, voilà, ils t'ont ce prix parce qu'ils savaient que tu faisais pas rien, entre guillemets, à côté. C'est sûr, c'est sûr. Et je pense que voilà aussi, à ce moment-là, je crois que c'était en 2014-2015, il n'y a pas beaucoup de jeunes ou de joueurs qui sortaient de l'NCAA qui ont réussi à accéder au niveau pro en France, quoi. Il y a le seul joueur que je connais, il y avait Bandiassi, qui a réussi de l'université, il était à New Mexico State. Il a signé, je pense que sa première année, il était à Pau. Mais c'est vrai qu'en tant que joueur français qui sort de la NCAA, il n'y avait pas beaucoup qui ont réussi quand même à s'imposer en France, même à trouver des contrats. Je sais qu'il y a eu Kim Tilly aussi, qui est sorti de Utah, qui est arrivé je pense que c'était à Villeurbanne, quelques années avant. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc je pense que c'est aussi ça a joué. Après, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont connus aussi en France. Tu as le choix entre un joueur qui connaît le championnat, qui est là depuis un moment, qui a essayé rodé, qui a de l'expérience, ou prendre un jeune joueur qui sort de l'université et que voilà, tu prends un peu un risque parce que tu connais pas en gros, il connaît pas en gros le niveau en France, il connaît pas le championnat français. Je pense que voilà, ça aussi ça joue parce qu'un coach va probablement prendre un joueur qui a beaucoup plus d'expérience dans ce domaine-là au niveau de la ligue que prendre un joueur qui sort direct de l'université et qui connaît pas trop ce qui se passe en JP, enfin en pro. Ça, en fait, je pense que ça a beaucoup joué pour ma défaveur. Et donc après, tu as quand même signé pendant 3 ans au moins, c'est ça? Mhm. Donc, j'ai fait un an au Havre. J'ai bien fini au Havre. Donc, après, j'ai été signé à Pau pendant un an. J'ai fait une très bonne saison à Pau. Et après, j'ai signé 3 ans au Mans. Et ouais, c'est bien passé. Bonne année Il au y a eu Mans. un titre de champion de France, c'est ça? Mhm. En En 2018, ouais. 2018. Ouais. Toi, quel était ton statut à ce moment-là, justement? Tu étais un statut de backup, tu avais quand même du temps de jeu. Quand j'étais champion de France, j'étais de la rotation. On avait une très bonne équipe. On avait des très bons joueurs. Ouais, il y avait Youssef Affal qui était avec nous. Qui joue en Euroleague maintenant. Tu avais Robert Alix, tu avais DJ Stephens, tu avais Yanis Morin, tu avais moi. Donc on était vraiment, vraiment à l'intérieur, quoi. On avait vraiment de très bons joueurs. Donc je faisais partie de la rotation. Ma deuxième année quand on était champion. Donc j'ai un rôle moins important que ma dernière année, ou moins important que ma première année, entre guillemets. Mais ouais, je pense que j'ai quand même eu des fois où j'ai réussi à avoir un impact sur le match, un impact tout au long de la saison. Assez important. Et donc maintenant, on va parler justement de ton année, de cette année avec l'AS Monaco. Tu es en finale de l'Eurocup. Où tu as quand même un Mhm. peu plus d'impact, justement, que champion de France, tout ça. Et c'est quand même l'Eurocup, c'est quand même un peu plus gros. Quel est ton ressenti, justement, de Mhm. l'équipe et toi individuellement? Ben, déjà de l'équipe, on a un bon groupe. On a un bon groupe de joueurs. Je pense qu'on est assez soudés. On a réussi à trouver un moyen ouais, de gagner. On a défendu, on essaie de jouer en équipe. Et je pense que voilà, au fur et à mesure de l'année, on a réussi à trouver des solutions pour remporter les matchs, même quand on était dos au mur. On a un parcours qui est assez unique quand même. On n'a pas un gros roster. On a 8 10 joueurs maximum, 8 ou 9 pros. Donc je pense que c'est assez réduit quand on compare aux autres équipes qui en ont une dizaine. Et voilà, je pense qu'on a essayé de jouer avec nos forces. On est très dans notre équipe, on a des très bons compétiteurs dans notre équipe. Et je pense que ça nous aide beaucoup. Et voilà, on a envie de gagner, on a prouvé que
qu'on pouvait être une des meilleures équipes de l'Europe. Et, euh, et on continue avec nos forces. Je pense que la défense, c'est vraiment une de nos meilleures forces. Et tant qu'on arrivera à appliquer cette densité défensive et qu'on arrivera à jouer dur défensivement, je pense qu'on peut battre n'importe qui dans la compétition sur un point de vue collectif. Personnellement, ouais, je pense que ouais, je fais une année, enfin, en Eurocup, je pense que je peux faire mieux, je peux être plus impactant. J'essaie voilà, de jouer avec ce qui m'est donné. J'essaie d'aider mon équipe comme je peux dans tous les domaines, sur le temps de jeu qui m'est donné. Et voilà, essayer de tout faire pour aider mon équipe à gagner, c'est vraiment ça mon but. Et tant qu'on continue à gagner, tant que j'arrive à avoir l'impact et aider l'équipe et booster l'équipe, ben, moi, ça me va. Et par rapport à ça, je sais qu'enfin, il y a beaucoup de matchs entre la Jeep Elite et l'Eurocup. Pour toi, quelles sont justement les préparations de match? Quels sont les points forts sur la récupération? Alors, c'est important, la récupération, c'est important vu qu'on enchaîne les matchs en ce moment. On enchaîne beaucoup de matchs en ce moment. On a vraiment un calendrier qui est assez fou. Je pense que quand on y pense, c'est assez hallucinant ce qui se passe en ce moment. Avec les matchs qui s'enchaînent, les passions qui s'enchaînent. Donc, on essaie de récupérer comme on peut. On s'entraîne moins, c'est sûr. Mais voilà, on arrive à quand même continuer à jouer. C'est vrai que là, ce qui est bien, c'est qu'en 10 pays, on a 2 joueurs de plus qui ont été signés avant le deadline. Donc, mais ils peuvent pas jouer en Eurocup. C'est vrai que voilà, avec eux qui nous aident plus en Jeep Elite, c'est vrai que là, c'est vraiment un plus. Donc, physiquement. Après, on a un gros roster aussi. On a vraiment beaucoup de joueurs qui peuvent jouer beaucoup de minutes. Et le coach, il fait beaucoup tourner aussi, ce qui est une bonne chose. Parce qu'il sait que voilà, en Eurocup aussi, on a un roster qui est réduit. Donc, la récup, c'est super important. Le coach essaie vraiment d'adapter au niveau du genre de jeu des joueurs, au niveau de la Jeep Elite surtout, parce qu'on a un plus gros roster en Jeep Elite. Et voilà, après, on n'a pas trop le choix. Une fois que tu es dans le bain, une fois que tu joues, bah, tu as des matchs qui sont là, tu joues, hein, tu ne penses pas à la fatigue, c'est pas de penser à X ou Y, tu es sur le terrain, tu te donnes et après, voilà, tu ressors, tu te reposes un peu et après tu pars, quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment juste continuer à jouer quoi qu'il arrive. Et je pense qu'une fois que tu es sur le terrain et que tu joues et que vu que tu es un compétiteur, bah, tu t'oublies un peu tout ce qui est fatigue ou tout ce qui est petit bobo et tout ça. Je pense que tout le monde est un peu dans le même bateau. Et c'est vraiment les joueurs et l'équipe qui arrivent à rester constants, quels que soient les matchs qui s'enchaînent. C'est l'équipe qui restera au top. Je pense que c'est vraiment ça notre objectif. Et toi, qu'est-ce que justement, moi, je voudrais te poser une question par rapport même aux jeunes. Pour toi, qu'est-ce qu'être pro dans sa globalité? Mais déjà, être pro, moi, je pense que c'est une personne qui vient tous les jours et qui bosse tous les jours, que ce soit à l'entraînement ou en match. Un joueur pro, c'est un joueur qui est toujours prêt, qui essaie de rester prêt, qui bosse tous les jours, qui vient avec une attitude exemplaire. Bon, il y aura forcément des hauts et des bas et des jours où voilà, tu n'as pas trop envie d'être là ou de t'entraîner ou d'entraîner aussi dur. Voilà, il y a des personnes aussi qui ont peut-être des problèmes personnels, etc. Mais bon, une personne pro, c'est vraiment une personne qui a vraiment séparé tout ça, qui arrive, qui vient, qui fait son boulot, qui vient, qui s'entraîne, qui joue dur constamment, tous les jours, qui fait ce qui est demandé, qui a le temps aussi voilà, de travailler un peu à gauche à droite, de faire des shoots en plus, entraînement en plus, supplémentaire, la muscle, etc., qui lui permet de rester prêt et de rester compétitif. Je trouve que c'est vraiment ça qui est important. Après, voilà, après il y aura des victoires et des défaites, ça fait partie du boulot. Mais voilà, en tant que pro, je pense que un pro, c'est une personne qui reste toujours prêt, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les circonstances, que ce soit personnelles ou même, voilà, quelles que soient les recettes d'équipe, c'est un joueur qui reste prêt à chaque fois, qui continue à faire son boulot, continue à rester exemplaire, je pense, et qui continue à bosser, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances de la saison. Et pour la dernière question, où est-ce que toi, tu te vois dans 3 ans, dans 5 ans et dans 10 ans? Enfin, très bonne question. 3 ans. 3 ans, ça va faire 33. J'espère que je joue au basket quelque part. J'aimerais bien être, Ouais. être joueur de basket encore, professionnel. Après, je pense que. Ouais, je pense que c'est. Où, je sais pas. Peut-être en France, peut-être à l'étranger. Ça, franchement, je sais pas du tout. Mais bon, être joueur de basket professionnel, ça, c'est vraiment un truc que je me vois faire dans 3 ans. Dans 5 ans, euh, je sais pas. Honnêtement, je sais pas si je vais continuer à jouer autant. Ça dépendra un peu de comment je me sens physiquement. Donc, je vois peut-être soit avoir un boulot ou peut-être avoir un job, peut-être vraiment penser aussi à la fin de ma carrière. Vraiment essayer de bosser sur la fin de ma carrière et sur l'après. Dans quel domaine, je ne sais pas pour l'instant. Je pense que j'ai beaucoup de choses qui m'intéressent, beaucoup de choses
qui éveille ma curiosité. Donc, je pense que moi, je suis une personne qui est assez ouverte, donc je pense que j'aurai assez d'options pour voir ce que je peux faire après. Et dans 10 ans, ben, ou je sais pas. Parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Afrique, j'ai grandi en Europe, j'ai grandi aux États-Unis, donc je pense que je peux me voir vivre aux États-Unis demain, ou même en Europe, hein, même en France. J'espère que j'aurai une famille, quelques gosses, tu vois. C'est vraiment ça. Si j'arrive à. J'aurai presque 40 ans dans 10 ans. C'est vraiment si je peux avoir une famille, être en bonne santé, une famille qui est en bonne santé aussi, tu vois, et avoir un bon boulot. Euh, que ce soit. Que ce soit le continent où je suis, que ce soit en France, même que ce soit en Europe, hein, en Europe, je veux dire aux États-Unis. J'espère que j'aurai au moins une bonne famille, que je serai en bonne santé, qu'ils seront en bonne santé, qu'on aura une bonne petite vie familiale et qu'on aura aussi voilà, un bon train de vie. Et c'est vraiment ça que je vois. C'est vraiment comme ça que je vois ma vie dans 10 ans. Ouais, c'est ce qu'on te souhaite, hein, en tout cas. Ouais, j'espère aussi. Hein. La santé avant tout. Le reste, c'est juste la santé, c'est bon, et le reste. Mais rester dans le basket ou pas? Ou vraiment essayer de changer, de prendre autre chose? Honnêtement, je vois pas coacher. Après, peut-être que ça ira, mais je vois pas coacher. Moi, ce qui m'intéresserait dans le basket, ça serait peut-être être scout, par exemple. Être scout, je pense que c'est un truc qui m'intéresserait beaucoup. Après, j'ai fait quelques matchs. J'ai commencé quelques matchs aussi avec MC Sport en tant que commentateur pour la NCA il y a 2 ans, pour la March Madness. Avant la March Madness, j'ai commenté quelques matchs en NCA. Donc, je me vois bien faire ça peut être cool par rapport à mon expérience en tant qu'ancien joueur. Je pense que ça peut être une option pour moi. Après, je m'entraîne aussi à d'autres choses aussi. Voilà, pourquoi pas. Je ne veux pas repartir à l'école. À part si je suis vraiment obligé, mais je ne veux pas repartir à l'école pour avoir un diplôme, honnêtement. Ce serait chiant, mais bon. Pourquoi pas si je vois un truc qui m'intéresse vraiment. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je me tâte encore beaucoup. Après, ça dépend aussi des opportunités qui me sont présentées par rapport aux personnes que je connais, par rapport aussi aux jobs que je pourrais avoir sous la main, qui seront prêts maintenant, ou je dois peut-être faire une formation après. Mais on verra. On verra. Franchement, je ne vois pas complètement partir du basket, mais je ne vois pas aussi y être ton coach 24 sur 24, tu vois. Parce que après toute ma carrière, je ne vois pas être à tous les jours basket, non, je vois pas. Après, en tant que scout, ça peut être différent parce que voilà, j'essaie de repérer un peu les joueurs, tu vois, je crée aussi une relation avec les joueurs, etc. C'est différent que d'être un coach et d'être sur le terrain tous les jours et avoir cette pression toute constante qu'on peut avoir en tant que coach. Travailler, ouais, c'est compliqué. Ouais, donc c'est différent. Mais bon, après, je sais Ça. pas, ça dépendra comment ça se passe à la fin de la carrière, aussi par rapport aux opportunités que j'aurai. Et aussi par rapport voilà, à la flamme que j'aurai, qu'est-ce qui va pouvoir me guider aussi dans différentes options et ce qui m'intéressera. Je pense que j'aurai des options et je pense que je compte pour me lancer dans quelque chose qui continuera voilà, à me distraire et continuera aussi à me faire en sorte que je sois toujours à fond. Quoi. Et je pense qu'une fois que je serai lancé, je me lancerai à fond dans l'option que je choisirai. Bah, merci à toi d'avoir répondu à toutes les questions. Pas de soucis, c'était cool, c'était rapide, bonne question. C'était top. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit like. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up.